Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque. Moi, j'aimerais surtout déjà un café. Merci beaucoup, qui c'est? Quand on a la chance de cuire une vieille poule. La Lorraine, le Luxembourg. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. Et oui, il neige, c'est normal cette saison. J'espère que vous allez bien. Elle est là, et elle est en pleine forme en plus. Bonjour Marie-Paul Wolf. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Très bien. Avec vous aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté du Grand-Duché de Luxembourg. Tout à fait, oui. À Élange, très exactement. Élange. Ça se trouve où exactement au Grand-Duché? Élange, dans le secteur de Rémiche. Du côté de Rémiche. Oui. Et là, vous êtes tombée amoureuse? Bah, je suis tombée amoureuse. Oui, après m'être rendue, j'ai vraiment été un coup de foudre. Ouh. Renvoyez la neige. Alors, on va découvrir ce coup de foudre dans quelques minutes. Avec nous, un nouveau visage. Elle s'appelle Camilotte. Elle arrive en Lorraine. Elle y est depuis une semaine maintenant avec un nouveau rendez-vous qui s'appelle Moby BD et Manga. Soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes originaire de Bourgogne? Oui, de Chalon-sur-Saône. Installé à Metz? À Où Metz. ça, à Metz? Quartier Sainte-Thérèse. Et- Enfin, la librairie est au centre-ville, dans la galerie République. D'accord. Sous le parking, quoi. Sur le parking, voilà. D'accord. Bon, on va trouver, vous inquiétez pas. Pourquoi cette spécialité manga? Alors c'est manga, BD et comics, on fait vraiment les trois. Parce que d'abord je suis une passionnée et que j'ai eu la possibilité d'ouvrir ma librairie, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et parce que c'est une spécialité qui est recherchée en fait. On a besoin. C'est vrai qu'il y a un retour au manga assez Oui. étonnant. Il suffit d'aller un peu surfer comme le font nos amis de chez toutmetz.com, toutluxembourg.com, touthionville.com. Il faudra arrêter un jour parce que j'arriverai plus à tout dire. Bonjour Frédéric Schnur, ça va? Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Avec ça va vous, très bien. on va parler pneus neige au Grand-Duché de Luxembourg et pas seulement. Et pas seulement. Et quelques températures, parce qu'à ce qui paraît, on se les gèle du côté de... Froid cul. Par exemple. Merci. Avec nous, Pascal Gillet. Le docteur Pascal Gillet est avec nous. Il nous parlera de Medialan en deuxième partie tout à l'heure. Alors, c'est quoi Medialan en 2 secondes? Alors en 2 secondes, Medialan, c'est un centre de télésanté, une plateforme téléphonique qui met à la portée de tous des informations en santé par des professionnels de santé. Alors, nous sommes allés hier, pas plus tard qu'hier, faire un tournage chez vous et on en aura un petit peu plus au niveau des renseignements tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont tout le monde aura besoin un jour ou l'autre. En tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, on a besoin de renseignements. Alors, on est bien d'accord, ce ne sont pas les urgences. Hein. Ce ne sont pas les urgences, c'est un service d'information, de prévention et de conseil. Avec Marie-Paul, donc, direction le Grand-Duché de Luxembourg, du côté d'Élange. Si vous nous faisiez une petite présentation du restaurant et du chef que vous avez Tout de choisi. suite, Jean-Luc, on envoie le petit film. Ce magnifique établissement qui est la Ramaudière à Élange, Jolie musique, Marie-Paul. hôtel-restaurant. Un chef passionné qui est président de Rotoc au niveau Luxembourg et à l'international. Et il travaille que des produits frais. Ça m'a bouleversée, mais je lui ai lancé un challenge. Parce que dans la grande restauration, disons, on a l'habitude aux jolies assiettes, aux belles présentations. Et je lui ai demandé de cuisiner comme quand on cuisinait dans les familles bourgeoises, la bonne cuisine. La cuisine bourgeoise, c'était des présentations sur pièces entières. Ça, on va le voir jeudi. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Il a de jolies salles. Il a des salons également qui sont magnifiques. Et une très belle cuisine, Paul Cézanne. Il a remis quelques toiles. C'est très bien présenté. Il a un personnel, je dirais, aux petits soins. C'est pas étouffant. C'est convivial. Convivial, raffiné. Et une cuisine qui va avec ce style d'établissement. Moi, ça m'a beaucoup plu. Beaucoup plu. On va découvrir donc, en hommage à son grand-père qui était artisan boulanger, Daniel, tous les matins, prépare ses petits pains pour sa clientèle. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un homme qui aime toucher. Vous savez que dans la cuisine, il y a beaucoup de palper. Et un chef qui reste comme ça au contact du produit, c'est un bon chef. Beaucoup de chefs aujourd'hui ont délégué. Daniel est dans sa brigade. Ils sont une dizaine de personnes. Et il est tout le temps en cuisine. Ça, c'est un gage pour moi de qualité.
il a l'œil partout, il a une très grande culture du produit. On parle de Daniel Ramon. Daniel Ramon de la Ramaudière, tout à fait. Donc tous les matins, son premier travail, c'est ses petits pains. Ses petits pains, approvisionner son restaurant en produits frais. Voilà, ses rendez-vous. Il nous a fait un moelleux au chocolat. Donc un chocolat très présent. Un gâteau classique, absolument divin, avec une crème à la vanille, vraiment dans l'authentique, avec les vraies vanilles de Bourbon. Il n'utilise que du grand produit. C'est rare. Et aujourd'hui, je tiens à le souligner parce qu'il y a eu quelques émissions dernièrement. Moi, je trouve qu'on a un peu écorné la cuisine en disant que dans certains restaurants, on ouvrait tous les sachets de sauce. Moi, je dis que non. Dans la grande région, en Lorraine, nous avons encore des chefs remarquables. Et il ne faut pas non plus, à travers certaines émissions, caricaturer un métier aussi noble dans le produit, dans la recherche et l'authenticité. Voilà. Ceux qui ouvrent des paquets, ce ne sont pas des chefs, quoi. Mais il y a des 2 étoiles qui ouvrent des sachets. Ah ouais? Attention, Oula. Il y a de tout. Après, c'est une affaire de personnalité, mais je pense que quand on va dans un restaurant, déjà quand le chef est là, vraiment lui-même, qui fait ses tours de table, que vous pouvez lui poser n'importe quelle question sur le produit, on voit tout de suite si on a affaire à un chef authentique. Voilà. Et il nous a fait un dessert tout simple, fabuleux. Bon, il n'a pas voulu faire pour Noël la bûche, donc il avait ce dessert. Ça a l'air bien ça comme dessert, Marie-Paul, non? Vous goûtez? Très compact, avec une petite sauce à base de vanille extraordinaire. Là, il nous a préparé des Saint-Jacques poêlés, tout simplement, un beurre blanc, une réduction de petits légumes. Ça, on va découvrir tout ça jeudi. Et le défi, c'était de lui faire préparer, moi, ce qui a toujours été un petit peu mon côté professionnel, la poularde entière présentée à ses invités, avec différents petits légumes. On fait encore de la poularde? Ah oui. Je vous dirai pourquoi j'ai choisi la poularde. Vous avez eu un peu froid pendant le tournage? Oui. Laissez-moi autour de la table, j'ai que des gens. J'ai été voir mon toubib hier soir qui m'a pris en main. Ah, vous en avez à côté de vous si ça n'allait pas. Hein. Oh, j'en ai un bon indemne. Oui, parce que le jeu est bon aussi, ne vous inquiétez pas. Frédéric, on va revenir un peu sur ces étapes parce que vous aussi, de temps en temps, qu'est-ce qui fait le critère pour vous? Par exemple, la Marie-Paul vient de nous présenter un chef étoilé au Grand-Duché de Luxembourg. Vous aussi, vous proposez des rendez-vous gastronomiques, enfin des rendez-vous bonne bouffe, entre guillemets. Qui les sélectionne? Comment ça se passe à votre niveau? C'est soit par sollicitation, on nous fait signe, on nous dit tiens, on a une nouveauté, une nouvelle carte, ou peu importe. Soit c'est l'opportunité, l'occasion qui fait le larron. On est au seuil d'un établissement et puis il y a quelque chose qui se passe, un peu comme ce qui s'est passé là à la Ramaudière, où on a envie d'en parler parce qu'il y a quelqu'un qui aime son métier, qui travaille des bons produits, qui porte assez haut l'étendard de la Lorraine ou de la gastronomie française à l'étranger. Donc ça nous capture. Pascal Gillet, vous êtes plutôt un fin gourmet un moyen gourmet, vous êtes quoi? Toute une partie de ma famille, moi, a travaillé dans la restauration, donc c'est vrai que j'ai été élevé avec des repas de famille, avec une cuisine plutôt un petit bourgeoise, effectivement, sans chichi, mais toujours effectivement basée sur les produits frais. De goût. Oui. C'est merveilleux ça. Moi, je suis gourmande plutôt. Plutôt La gourmande. Bourgogne, c'est une super région. Hein. Oui. Et pour le coup. Vous avez importé quelques spécialités? Vous n'êtes pas... Ma bonne humeur bourguignonne. Ah bon, vous n'êtes pas cuisinière du tout alors? Non, vous êtes plutôt plat réchauffé alors? Non, du tout. Parce que là, si je vous mets en face de Marie-Paul Wolf, je pense que... Non, il va y avoir une battle d'organiser. Non, mais là, il y a les grands. Je vous ferai mes œufs en mourette. Ah oui, mais la Bourgogne, c'est une région qui est superbe. Hein. Je vais vous emmener maintenant en Bolivie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire en Bolivie à cet instant de la journée? Eh bien, figurez-vous que Klaus, c'est une révolution gastronomique. Figurez-vous qu'un chef qui s'appelle Klaus Meyer, qui est un chef danois, qui est copropriétaire du Norma à Copenhague, élu meilleur restaurant du monde 2010, 2011, 2012, donc excusez du peu, eh bien lui a décidé de s'intéresser de plus près à cette cuisine donc bolivienne. Je vous propose de regarder le reportage, vous me direz tous les quatre ce que vous en pensez, et vous, chers amis, juste après. Il se sent comme chez lui sur ce marché à plus de 10 000 km de Copenhague, en plein centre de La Paz. Le chef danois Klaus Meyer est le cofondateur du Noma, la meilleure table de la planète de ces dernières années, selon la revue britannique Restaurant. Il est impressionné par la variété des produits locaux. Quand je vois les matières premières et quand je goûte les fruits et les légumes, je m'imagine quel plat fantastique qu'on peut créer avec ça. Son concept de révolution gastronomique, valoriser les produits locaux, les cuisiner de façon saine et y ajouter une bonne pincée d'innovation.
une façon de lutter contre la malbouffe et d'améliorer la qualité de vie. Klaus Meyer n'a pas choisi par hasard la Bolivie, l'un des pays les plus pauvres du continent, mais à l'immense diversité, depuis la cordillère des Andes jusqu'à l'Amazonie. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une seule chose que j'ai goûtée ici qui m'a vraiment séduit. C'est aussi ça qui est très attirant pour un homme comme moi, la discrépance entre la valeur et le potentiel de la matière première et la manque de savoir-faire et de sens d'innovation chez les cuisiniers. La recette a fait ses preuves en Scandinavie et les Boliviens sont prêts à la déguster. Il faudrait équilibrer notre cuisine. À la passe, par exemple, on mange trop de carbohydrates. Dans la même assiette, on met des pommes de terre, du riz et de la viande. Avec l'appui de l'ONG danoise Ibis, la fondation Melting Pot a vu le jour. Elle chapeaute un restaurant gastronomique et une école de cuisine réservée à des élèves issus de milieux défavorisés. On voudrait en même temps aider à faire une révolution de la cuisine bolivienne, un peu regardant vers le Pérou, notre voisin, qui a fait une révolution avec sa cuisine, qui est connue mondialement et aussi qui crée des bénéfices économiques et sociaux. Au Pérou, le secteur de la restauration représente aujourd'hui 4,2% du PIB, une réussite qui aiguise l'appétit de la Bolivie. Marie-Paul ? Moi, je pense qu'il est déjà dans une région très protégée au niveau de la qualité des légumes. Mais quand il dit qu'on mangeait des pâtes, des pommes de terre sur la même assiette, il ne faut pas oublier que dans nos provinces à nous, je vois la Bretagne, je vous parle déjà une centaine d'années, on vivait comment? Même en Lorraine. La Lorraine, c'était une base de pommes de terre. On tuait le cochon une fois en hiver, il y avait une saucisse de temps en temps le dimanche, une volaille. On a connu cette période-là. La Bolivie, ça veut dire qu'ils vont évoluer. Bon, quand elle dit qu'ils veulent équilibrer, mais la base de légumes est toujours intéressante. C'est pas la surcharge de viande, pour ça qu'on est en meilleure santé. Mais moi, je pense qu'il va y avoir une évolution touristique. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'ils vont sortir d'une phase où c'était agraire, très rural, mais c'est pas pour ça qu'ils se portaient mal, les Boliviens. Docteur, vous en pensez quoi ? Écoutez, moi j'ai eu la chance de passer un mois au Pérou il y a quelques années déjà, et c'est vrai que j'y ai trouvé des gens extrêmement chaleureux, accueillants, très simples, et effectivement j'y ai mangé les meilleures pommes de terre de ma vie. Aux 3 repas, matin, midi et soir, mais c'était vraiment extraordinaire, c'est vrai. Frédéric ? Écoutez, j'ai pas eu la chance d'aller fréquenter cette région, mais le retour aujourd'hui à des légumes anciens, à des choses beaucoup plus proches. Il parlait beaucoup de proximité, de cuisiner les légumes de la région ou les pommes de terre dans la région. Je trouve que c'est très actuel finalement. Ça a l'air de sortir tout droit du passé, mais finalement c'est aujourd'hui, maintenant, et on en parle quasiment tous les jours aujourd'hui. Camille, pareil ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Au niveau cuisine, elle ne va pas se prononcer, je crois. Non, ça fait rien. Elle ne veut pas y aller. Elle viendra tout doucement à la cuisine. Mais bien sûr. Avec vous, Frédéric, nous allons maintenant parler de ce qu'il faut savoir, ce qui se passe dans notre région, du côté de Metz, Luxembourg, Thionville et autres. Oui. On démarre peut-être par quoi ? Par la neige ? Par la neige. Donc, on l'annonçait. Donc, les premiers flocons sont arrivés le 30 novembre. Nous, on les a détectés parce qu'on nous a prévenu que les premiers flocons tombaient à Froidcu. Froidcu qui est, comme tout le monde le sait, à côté de Moyèvre-Grande, bien entendu. Je ne sais pas si vous étiez informé de ça. Donc voilà, on a eu. Je vais les caleçons sur tourmes.com. Vous êtes le bienvenu. Vous proposez les marques de caleçons parce qu'on a froid. On n'a pas proposé. Et donc bon, ça a lancé un petit peu, pas la saison, mais ça a donné un petit peu le coup de départ. Toutes les agglomérations, les institutions sont prêtes sur les starting blocks avec les machines. D'ailleurs, les premiers salages ont commencé dans la nuit de samedi à dimanche. On a des images ? On a quelques photos de lecteurs. On a demandé à des lecteurs de nous envoyer des photos de leur jardin. Alors certains nous ont envoyé des photos de la cathédrale. Donc on se dit, ils ont un sacré jardin. Mais voilà. Donc ça c'est une photo de. Ça, on a tous vécu ça la semaine dernière, oui, absolument. Exactement, les tout premiers flocons. Ça, si je ne m'abuse, c'est les coteaux de Vaud. Pris depuis, ça doit être Jussy, quelque chose comme ça. Alors là, on est à Chanville, donc on a un lecteur. Nous, sur la neige, non ?
Donc là, on voit bien que c'est pas déneigé. Et les premiers qui sortent les traîneaux avec les chiens, ça c'est toujours extraordinaire. Oui. On est tous prêts. Déjà, ils ont sorti les traîneaux avec les chiens. Ils sont à fond. Est-ce que ce serait pas un peu prématuré? Ils espèrent qu'il y en aura. Enfin, ils parlent pour les bêtes, moi. Pour les chiens. Non, mais ils aiment quand même les premiers. Sur 10 mètres, ils sont morts, les chiens, si vous les faites tirer, il n'y a pas de neige. Je sais pas si le traîneau était à vide. Hein. Et du côté où ça m'étonnerait. Du côté du Grand-Duché, je voudrais juste faire un point avec vous à propos des pneus neige. C'est pneus neige, pas pneus neige, pneus hiver, pas. C'est quoi? Alors, il y a deux types de pneus, les pneus été et les pneus hiver, c'est très clair. Depuis le 1er octobre 2012, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre. C'est vous qui avez eu cette idée-là? Non, c'est une campagne officielle. D'accord. C'est vraiment la campagne officielle, mais ça montre le contraste. Ils essayent de bien travailler sur le fait qu'il faut adapter ces pneus aux conditions météo, puisqu'on est sur une surface qui est très petite finalement. On a 4 points de contact. Et donc depuis le 1er octobre, c'est clair, en cas de conditions météorologiques hivernales, il faut avoir les pneus, même, et c'est vraiment très important comme notion, même si vous n'êtes pas en plaque luxembourgeoise. C'est-à-dire un Français, un Belge, peu importe, quand on passe par là, si on se fait attraper ou si on a un accident, c'est ce qui peut arriver malheureusement, et qu'on n'est pas avec les pneus adaptés, on aura droit à une amende. Ça, c'est 74 €, je crois. Ça rigole pas. Combien dites-vous? Je crois que c'est 74 €. Ah oui, d'accord. Donc il vaut mieux s'équiper. Il vaut mieux s'équiper. Pas par pneu, j'espère, par véhicule. Ça ferait mal. Ça ferait mal. Alors bon, bien entendu, les motos ne sont pas concernées, parce que je ne sais pas si ça existe d'ailleurs des pneus de motoneige. Et vous parliez d'équipement, pour les camions, c'est uniquement les pneus qui font la traction. D'accord. Voilà. Parfait. Autre chose ou on a fait le tour? Alors, il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours plein de choses qui se passent. J'ai 2 petits points quand même au niveau de la circulation dans la région. Ouais. Un premier qui va concerner au concours. Jusqu'au 14 décembre prochain, alors, il y a une nouvelle caméra. Pour nos amis qui nous captent un peu plus loin, c'est sur l'autoroute qui va de Metz à Luxembourg. À l'endroit où on croise la 4 qui va de Paris à Strasbourg. Voilà. La croix de haut concours, la fameuse. Et qu'est-ce qui s'y passe? Nouvelle caméra de surveillance, suite aux travaux qu'on a bien connus qui ont... Mais ce sont des caméras, il y en a plein l'autoroute. Il y en a encore plus, et elles sont toutes nouvelles, avec des systèmes automatiques d'alerte. Enfin, ils ont fait quelque chose d'assez moderne, ils les ont remplacés. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que... Il n'y a pas de radar? Ouais, pas à cet endroit-là, en tout cas, ça va venir, nouveau. Le nouveau radar... qui est très à la mode, qui est le radar tronçon. Ah oui, on en a en Lorraine? Un premier en Lorraine. Ah, ça y est. Dans les Vosges. Oui. Il se situe sur la RN, que je ne vous dise pas de bêtises, la RN 59, qui donc relie Lunéville à Célestat en passant par Saint-Dié, donc par les Vosges. Et donc là, un petit coup de flash au premier radar et un petit coup de flash au deuxième radar. Et si vous êtes au-dessus de la moyenne qui a nécessité la vitesse pour franchir ce parcours, ça tombe tout de suite dans la boîte aux lettres quelques jours après. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils trouvent toujours quelque chose de nouveau. Ils ne sont jamais en manque d'imagination. Il faut rester prudent et il faut rester très attentif. Si vous avez besoin d'un médecin, il y en a juste sur votre droite, je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas. Je sens qu'on va la perdre, on est en train de la... Déjà qu'on est en train de perdre Frédéric Schnur, si on perd aussi Marie-Paul Wolf, je vais bientôt faire une émission tout seul, moi. Nous allons maintenant parler de Camille et de ses nouvelles activités. Avant cela, peut-être avez-vous... Allez prendre un petit verre d'eau. Je vais vous proposer de jouer, si vous êtes d'accord. Alors je vous propose de jouer maintenant... Voilà, on a perdu Marie-Paul Wolf. Un petit jeu pour vous. Je vais vous montrer une image et vous allez essayer de me dire de qui ou de quoi ou de quel événement il s'agit. Alors forcément, j'ai été chercher quelque chose qui remonte à une semaine. Voilà une photo. Est-ce que quelqu'un peut me dire de qui, de quoi, de quel événement il s'agit ? Je dois avouer que le réel avec vous a été très très dur là, parce que même moi, avec ça sous les yeux, je n'aurais pas trouvé. Donc, je dois avouer que. Alors, qu'est-ce qui pourrait. Personne n'a une idée autour de sa table? Personne peut me donner. C'est quelqu'un qui a l'air bien décidé dans ce qu'il fait, mais au-delà de ça. C'est le médecin qui parle. Donc, Frédéric, pas d'idée? Alors là, à part la photo du réal jeune, je ne vois pas trop ce qu'il peut avoir sorti. Bon, alors, on va vous proposer une deuxième photo, histoire de vous aider un peu plus. Là, je pense que ça va être beaucoup plus simple pour vous tous. Regardez. Regardez de qui peut-il bien s'agir quand on a ce genre de voiture un peu officielle. C'est quand même plutôt... Non, vous voyez pas? C'est un président. Est-ce que ce serait un président? C'est plus qu'un président. Enfin, c'est pas un président, mais c'est quelqu'un qui compte aussi, qui a une importance aussi. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça va être trop simple. C'est plus qu'un président. C'est pas plus qu'un président, c'est différent d'un président. Mais en même temps, chef d'État quand même. Pardon? Ancien président? Ah non, pas du tout. Un politicien en tout cas. Non, pas du tout. Pas du tout.
Je suis content, j'arrive à vous mettre sur la Ça se mauvaise joue voie. côté clergé, Vatican. Oui. Donc, qu'est-ce qui pourrait avoir attiré votre attention la semaine dernière et en réalité, ce sera pour le 12 décembre, si vous voulez. Non, ça vous dit rien? 12 décembre, je ne veux pas. Alors, je vais vous donner la réponse. Regardez ces images. Sachez que le pape va se mettre à tweeter. À partir donc du 12 décembre prochain, il y aura un premier mini-message. Et ces photos que l'on voit, c'est Benoît XVI. Donc, si vous voulez, le pape en question a décidé maintenant que lui aussi enverrait des tweets. Donc, les premiers tweets seront des réponses à des questions posées au pape sur la foi. Voilà, tout le monde peut envoyer, bien sûr, ses messages. Et la première fois qu'il répondra, ce sera à partir du 12. Sachez qu'il s'exprimera dans toutes les langues, enfin, en tout cas en italien pour l'instant, en portugais, en français, en allemand, en polonais, en arabe également. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez rentrer en communication, si j'ose dire, pas en communion, en communication avec le Saint-Père, eh bien sachez que maintenant Benoît XVI est équipé et il peut tweeter avec vous. Vous en pensez quoi, Pascal Gillet? Écoutez, j'attends de voir combien il va pouvoir capitaliser de suiveurs, puisqu'aujourd'hui on mesure sa popularité au nombre de suiveurs. Je serais curieux de voir dans quelques mois, quelques années. Frédéric? La Bible, je crois, est le best-seller le plus vendu au monde. Donc, à mon avis, en termes d'abonnés, il devrait avoir de quoi faire. Bon, il faut voir, c'est une question aussi peut-être aussi de tranche d'âge, mais je suis curieux de voir quelle réponse on peut donner pour des questions sur la foi en 140 caractères. 140 caractères. Donc, oui, en même temps, je ne pense pas qu'ils répondent à chacun en même temps, ou alors derrière, il y a une équipe. C'est souvent comme ça. C'est très souvent comme ça. C'est quand même. On appelle ça un community manager, c'est un métier qui permet de sélectionner les bonnes questions, les bonnes réponses et de renvoyer vers les... Mais très souvent, les personnes sont derrière et c'est une bonne chose pour vous? Font ces choix. Je trouve ça bien parce que ça génère de la proximité. Ça permet d'avoir la sensation, si ce n'est la réalité, de discuter directement. Barack Obama a fait un véritable carton grâce à Twitter et en même temps, ça lui a permis de répondre directement à des gens, ce qui n'était pas techniquement possible jusqu'à présent. Et là, le fait qu'on puisse le faire à distance, c'est pas mal. Alors vous qui êtes spécialiste, je vois là sur la dépêche AFP qu'on dit « Les abonnés devront faire attention à la certification du site pour vérifier qu'il s'agit de vrais messages de Benoît XVI », a précisé donc Greg Burke en révélant qu'il y aurait toujours des parodies pour se moquer du pape, mais aussi des tweets qui paraissent officiels et qui sont des faux. Donc vérifiez bien que ce soit des tweets authentiques. Comment on peut vérifier ça? C'est simple, il y a des comptes qui sont certifiés, un certain nombre de comptes que Twitter certifie que c'est bel et bien un compte officiel. Et il y a un espèce de petit V bleu, enfin blanc sur fond bleu, qui permet d'être sûr que c'est vraiment. Venez Marie-Paul, venez nous rejoindre. Voilà. Marie-Paul, vous avez raté le jeu. En réalité, j'annonce à nos amis que ça y est, le pape va tweeter. À partir du 12 décembre, vous pourrez tweeter avec sa sainteté depuis les réseaux sociaux. Donc, à partir donc, du 12 décembre. Et vous comptez utiliser pour parler directement au pape? Vous pouvez en tout cas lui poser des questions. Il ne vous répondra pas peut-être personnellement, mais en tout cas, il fera attention. Vous pourrez parler avec lui, comme je disais tout à l'heure, en espagnol, en italien, en portugais, en français, en polonais, en allemand. L'Église communique. L'Église communique. À propos de communication, on va parler bouquin maintenant avec vous. Et vous allez nous faire une petite sélection. Alors, je rappelle que vous êtes installé depuis une semaine, c'est tout neuf, du côté de Metz. La boutique, si j'ose dire, le magasin s'appelle Momie BD et Manga. Pourquoi Momie? Momie parce que c'est une association avec une grande librairie spécialisée de Grenoble qui s'appelle Momie en Folie. Momie Folie. Et donc moi j'ai gardé que le Momie. Chez vous on trouve de tout, vous avez ramené également des petites figurines là-haut. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut présenter tout le monde? On peut voir, alors là c'est surtout des goodies, des peluches. Qu'est-ce qu'on appelle goodies? Tout ce qui est produit dérivé des comics, des mangas et de la bande dessinée. Donc c'est vrai que nous on fait de tout. Là vous voyez il y a Goldorak, il y a Maya l'abeille, il y a Plume de Dragon Ball Z. On est surtout sur le manga parce que tout ça c'est... Et pour les fêtes ça peut être des idées cadeaux. Des bonnes idées cadeaux. Alors on vous a demandé de nous sélectionner quelques livres que vous pourriez nous conseiller. Quels sont-ils? On va commencer par lequel? Alors on a à la librairie du manga, du comics et de la bande dessinée. Je peux pas tout ramener, donc c'est vrai que la sélection est difficile. Voilà. Il faut savoir que le manga, vous avez plusieurs... On va commencer peut-être par Pablo, si ça vous dérange. Pablo. Ouais. Alors ça, c'est l'histoire de Pablo Picasso. Romancé avec un graphisme, c'est du roman graphique, donc coloré pour tous ceux qui aiment l'art et les histoires
les gens connus. C'est une très bonne bande dessinée qui fait rire et qui fait voyager aussi. On peut jeter un œil si vous voulez. Marie-Paul, ensuite... Il était une fois en France pour ceux qui aiment la bande dessinée historique. Ça revient sur l'histoire d'un juif roumain qui va devenir milliardaire pendant l'occupation allemande. C'est une très bonne histoire en 6 volumes. Donc en 6 volumes. En 6 volumes. Celui-là, c'est le dernier. Donc c'est de l'historique, ça. Historique, oui. Ensuite, vous avez mon coup de cœur. Très coloré, qui m'a fait beaucoup, qui m'a fait voyager. Alors aussi. Justement, je vais vous montrer ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On a l'impression que on prend des couleurs plein la tête. Ça bave pratiquement de couleurs. Hein, on est éclaboussé. C'est une première bande dessinée. Et vraiment, c'est prometteur. C'est dingue, hein. Frédéric, vous en pensez quoi, vous? Effectivement, c'est surprenant, c'est pas habituel, et on a l'impression d'avoir presque un tableau à chaque fois. Oui. Je vous laisse apprécier, si vous voulez. Oui. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, je vous ai fait une sélection aussi de mangas parce que la plupart des gens pensent que le manga c'est que seulement pour les garçons, du Dragon Ball Z, du One Piece et du Naruto. Pourquoi vous me disiez tout à l'heure que Ulysse 31 qui est diffusé sur cette chaîne, c'est un manga? Parce que c'est du dessin animé japonais. C'est les Japonais qui l'ont fait, donc on le considère comme du manga. Mais derrière, il y a une équipe de luxembourgeois aussi. C'est la DIC qui a travaillé sur Ulysse 31. Alors, ils ont peut-être fait ça au Japon, mais en tout cas, non. Vous êtes sûr que c'est un manga? Oui, Ulysse 31, c'est certain, comme Goldorak. Bah, je ne vous mets pas en défaut si vous me le dites. Donc Chi, c'est le manga première lecture. Donc ça veut dire que les enfants qui commencent la lecture peuvent très bien lire ce manga, ainsi que les parents, parce que c'est un manga, ça se lit à l'envers? Oui. Alors donc là, il faut le lire à l'envers. Celui-là, c'est une exception, parce que pour les enfants, c'est plus facile de lire à l'endroit. Donc ils ont mis dans le sens de lecture français. Mais sinon, ça se lit à l'envers, un manga? Normalement, ça se lit à l'envers. Si vous prenez celui-là qui est un manga sur l'œnologie. Les gouttes de Dieu. Donc c'est une sorte de petite enquête qui va autour du vin, qui va tourner autour du vin. Il faut savoir que le mangaka, c'est le dessinateur du manga, est venu pendant assez longtemps en Bourgogne et dans les alentours, en France pour se renseigner sur le vin, et il est revenu pour faire. Donc là, je lis à l'envers, ça. Je commence par oui, ça. Oui, vous êtes obligé, et il faut savoir que la lecture aussi débute de gauche à droite alors. De droite à gauche. Au début, ça doit être très perturbant. Oui, mais c'est une gymnastique qui vient au fur et à mesure. Et enfin, pour terminer, un dernier, je vais parler d'Emma parce que... Alors, qui est Emma? Emma, c'est un manga qui n'était plus édité, où il manquait énormément de tomes. Ils l'ont réédité en grand format. Alors c'est pour toutes les fans de Jane Austen, ça se passe dans l'Angleterre victorienne, et pour ceux qui aiment le beau dessin. D'accord, merci beaucoup. On rappelle que, sachez maintenant que Momi BD et manga existe. C'est à Metz, on peut rappeler l'adresse, c'est sous le parking de la République. Voilà. Avenue Nerf, Galerie République, oui. Parfait, merci. Bon courage à vous, Camille. Merci. Nous, on va se donner rendez-vous en deuxième partie. On va mieux savoir quel projet est venu nous présenter Pascal Gillet. Ça s'appelle Medialand, donc on est bien d'accord, ce n'est pas un numéro d'urgence au niveau médecin, mais c'est plutôt un numéro conseil, quoi. C'est exactement ça. On n'est vraiment pas dans le domaine de l'urgence, ni même dans le domaine du médecin de garde. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire en complément dans le paysage de la santé et dont le vrai intérêt, c'est de faire tout ce qui aura trait à la communication en santé. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 minutes, juste après la pub, et on enchaîne avec Marie-Paul, Pascal Gillet et Stéphane Suarez, qui va nous rejoindre pour sa rubrique musique. À tout de suite.